Une bonne partie de la planète semble considérer que la saison 4 de Stranger Things serait une énorme réussite, une masterclass, une claque, un chef-d'œuvre ou autre qualificatif dithyrambique. De mon côté, je continue de penser que la première saison lui reste assez nettement supérieure. Comme vous le savez, le jeu de rôle tient un rôle justement d'importance dans Stranger Things et habile transition pour vous parler de La Bonne Auberge, d'excellentes parties filmées avec Lucien Men en maître de jeu, Lucien qui est joueur à ma propre table sur Captain Jeu de Rôle. Je vous en parle car leur financement touche à sa fin et vous pouvez les aider à atteindre leurs rêves, leurs objectifs en créant leur propre studio afin de produire nettement plus de contenu, des parties encore plus folles, notamment un crossover avec Roll & Play, mon autre actual play favori. Alors foncez vers le lien en description de la vidéo et faites vite, ça se termine lundi 13 juin. Je vais donc vous proposer une petite promenade dans mes ressentis, analyses et théories pour cette première grosse partie de la saison 4, sachant que la fin arrivera le vendredi 1er juillet. Évidemment, on entre dans les spoilers et la vidéo s'adresse à celles et ceux qui ont vu les 7 épisodes déjà disponibles. Cette saison 4 doit gérer un élément qui va déterminer sa structure, à savoir son trop grand nombre de personnages et l'inévitable introduction de nouveaux en cours de route. On aboutit de ce fait à un choix simple dans son concept, mais délicat dans sa mise en œuvre, avec ce qui débouche sur une répartition des protagonistes en 4 groupes. Le premier, ceux qui mènent l'enquête principale à Hawkins, le deuxième, Hopper, Joyce et Murray au Kamtchatka, le troisième, Eleven et Brenner dans la base, et le quatrième, Mike, Will et compagnie, qui recherchent Eleven. Évidemment, c'est un peu plus complexe avec des recompositions de groupes en cours de route, notamment à Hawkins, mais vous voyez l'idée. À mes yeux, l'un des gros problèmes de cette saison réside dans l'intérêt et le rythme très inégaux qu'on retrouve entre ces 4 groupes et leurs péripéties respectives. Ce pari périlleux est d'autant plus délicat que le premier épisode de la saison était raté dans l'ensemble et sauvé in extremis par une fin suffisamment marquante et quelques performances d'acteurs qui surnagent sur un bien mauvais script. Et à ce sujet, de manière plus générale, la série peut dire un grand merci à ses interprètes qui vont de bon à excellent et qui permettent parfois de faire passer de gros clichés et un manque de subtilité, certains dans les dialogues notamment. Alors je me doute que cet avis ne fera pas l'unanimité, mais je maintiens que si on regarde le premier épisode de cette saison 4 avec objectivité, on a beaucoup de cringe, une durée bien trop importante par rapport à ce qui nous y est vraiment dit, et tout simplement un mauvais rythme qui rend l'ensemble presque interminable. Heureusement, dans l'ensemble, la saison va plutôt en s'améliorant, du moins en ce qui concerne ce que j'appellerais le groupe principal, celui qui mène l'enquête à Hawkins. De ce côté, on peut retenir la performance d'actrice de Sadie Sink qui incarne Max, mais aussi Dustin qui est toujours aussi énergique, valeur sûre avec Steve, et introduction plutôt réussie de Eddie Munson. La dynamique entre Robin et Nancy fonctionne aussi à peu près, même si ça reste plutôt basique, pas se mentir. Au moins aussi important, le rythme de progression de l'intrigue. Ça fonctionne plutôt bien et pour cause, c'est lui qui va dicter l'essentiel, et c'est ce groupe qui traverse le plus de péripéties et d'étapes distinctes, avec même le luxe de sous-intrigues comme celle des excités de l'équipe de basket. Quand on observe les autres groupes, c'est nettement moins convaincant, même si là encore, on a généralement une montée en puissance au fil de la saison. Hopper assure quelques scènes plutôt fortes et intéressantes assez tôt avec tout ce qui concerne sa première évasion, heureusement. Une fois qu'il se fait reprendre, malheureusement, on ressent que tout se rallonge, que le peu de beurre de cacahuète disponible est étiré sur une tartine bien trop longue et trop grande, à savoir celle de la durée des épisodes. Quant au duo Joyce-Murray, ils souffrent des mêmes problèmes mais en pire, car les véritables obstacles sérieux n'arrivent pour eux que vers la fin de ces 7 épisodes. Auparavant, on est dans du semi-comique que j'ai trouvé peu convaincant. Concernant Eleven maintenant, après un début de saison vraiment naze, il faut le dire quand même, avec son histoire de harcèlement, son incapacité à s'intégrer, dont on a fait le tour en 20 minutes, mais qu'on nous rabâche pendant au moins 1 heure, ça bouge enfin quand on l'emmène vers le laboratoire et Brenner. On peut dire que la saison d'Eleven ne commence vraiment qu'avec le programme d'exploration de ses souvenirs refoulés. J'ai deviné assez rapidement que l'inquiétant blond était à la fois numéro 1 Vecna et Henry Creel, mais ce n'est pas en soi une mauvaise chose. Au moins les informations étaient présentées de façon cohérente et en réfléchissant, en se creusant un peu la tête, on pouvait comprendre avant la révélation de l'épisode 7. Il faut dire que dès l'évocation par Victor Creel de la mort tragique des membres de sa famille, d'énormes indices venaient pointer vers la culpabilité de son fils
qui présentait tous les traits classiques prédisposant à devenir un tueur en série. Comme tout le monde, j'en profite pour souligner au passage que c'est un plaisir de retrouver Robert Englund dans ce rôle, alors même que Freddy Krueger est une des évidentes inspirations pour Vecna, sans oublier Hellraiser et sans doute bien d'autres. Pour en revenir à Eleven, j'ai trouvé que tout l'aspect flashback se suivait sans déplaisir, même si là encore c'était un peu trop étiré en longueur. Heureusement, l'épisode 7 offrait une révélation solide et satisfaisante, et bien interprétée aussi. Enfin, le groupe de Mike, dont l'histoire est véritablement ratée à mes yeux, et qui concentre certaines des pires scènes et des pires dialogues de cette saison. Oui, il est totalement gâché, on commence malheureusement à en avoir l'habitude avec ce personnage. Mike n'a rien à faire à part un air inquiet, pointer le doigt sur des cartes. Pire encore, Jonathan et ses états d'âme complètement osef, accompagnés du pire personnage de la série, Argyle, supposé apporter une touche de comédie et qui s'avère tout simplement consternant. Même le moment de la fusillade lors de l'attaque de la maison se conclut par la fuite la plus what the fuck qu'on ait vue depuis longtemps dans une série, avec une transition magique entre un groupe encerclé par des militaires d'intervention et une petite promenade dans l'allée pour rejoindre un van de livraison de pizza. De façon plus globale, les scènes aux ambitions comiques étaient souvent complètement ratées, au mieux à peine passables. Le tout est sauvé par quelques scènes fortes, et là je pense bien évidemment à cette fin d'épisode 4 alors que Max réchappe de justesse avec Na. Une séquence d'autant plus délicate que de mon côté je n'avais absolument aucun doute sur le fait que Max allait s'en sortir, vous aussi sans doute, mais malgré tout ça fonctionne, et même si on est sur des ressorts très simples comme la musique et l'amitié qui viennent briser la solitude et la dépression, le résultat reste très agréable. Vous l'aurez compris, mon avis sur la saison a progressivement basculé vers le relativement positif, alors qu'on partait de très loin, mais le potentiel élevé est franchement plombé par des scènes et des intrigues très inégales en fonction des groupes suivis, sachant que c'est surtout du côté de l'enquête à Hawkins et un peu de celui d'Eleven et de ses souvenirs qu'on avait vraiment un bon matériau à filmer. De mon point de vue, le reste aurait pu être fortement réduit tout en améliorant la qualité d'ensemble et en réduisant la durée des épisodes, parfois un peu boursouflés. En termes de réalisation, maintenant de photographie, ça reste très propre, sans être étourdissant. Alors oui, le parallèle visuel entre les deux groupes à vélo, entre Notre Monde et l'Upside Down ne suffit pas à qualifier l'ensemble de particulièrement bien filmé ou réalisé. Attention, préparez-vous puisque j'en viens maintenant à quelques remarques, questionnements, voire théories sur ce qu'on a vu et sur la suite. Pour commencer, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais Steve semble quand même très mal parti du fait de ses blessures et de sa remarque sur le fait d'avoir avalé des particules de l'Upside Down, plus ou moins. Il y a vraiment moyen qu'il se sacrifie pour sauver Nancy ou éventuellement même pour vaincre Vecna. Alors bien sûr, ça peut parfaitement être une fausse piste, sachant que Eddie Munson devrait avoir un rôle plutôt héroïque à tenir dans cette fin de saison, du fait de ses remarques sur sa propre lâcheté. Toutefois, au sujet de Eddie, j'ai un tout petit peu de mal à l'imaginer mourir aussi rapidement après avoir été introduit dans cette saison même. Ce qui est très clair, c'est que la clé pour vaincre Vecna réside dans la capacité à se raccrocher, à se replonger dans tout ce qui fait le véritable bonheur d'une vie, à partir du moment où on a la chance d'être en bonne santé et de ne pas vivre dans la misère, à savoir l'amour et l'amitié. Amour et amitié qui sauvent Max en étant porté par la chanson Running Up That Hill de Kate Bush, chanson qu'elle voulait titrer Un pacte avec Dieu à l'origine, une chanson qui parle de l'envie de pouvoir échanger sa place avec l'autre pour une parfaite empathie, comprendre et être compris. L'amour, voilà aussi ce en quoi vient puiser Eleven en se souvenant de celui de sa mère à sa propre naissance, un élan qui lui permet de vaincre numéro 1 et de le projeter littéralement de l'autre côté du miroir. Outre ces sentiments précieux, un bon lance-flamme et une guitare électrique devraient faire le reste pour aller botter des culs en enfer. Du côté de Vecna et de la référence à l'Archiliche, voire au dieu, selon les versions de plusieurs des mondes liés au système Donjons et Dragons, on peut remarquer le design du personnage avec sa main gauche démesurée. Sans doute un clin d'œil, si j'ose dire, au fait que la main et l'œil de Vecna sont particuliers et tiennent une importance spéciale dans le mythe qui entoure ce personnage. On peut même se demander si la notion de la décapitation de Vecna ne serait pas reprise, car dans Donjons et Dragons, la première destruction de Vecna survient par la lame de Cass, son lieutenant vampire. Et j'y ai pensé en écrivant cette vidéo, mais d'ici à ce que Steve se transforme et entre à son service pour finalement le tuer, il n'y a peut-être qu'un pas, même si cela me semble un peu tiré par les cheveux, ce dont Steve, justement, ne manque pas. Et souvenez-vous, lorsque Creed est projeté dans l'Upside Down, la dimension parallèle ne semble pas vraiment avoir de forme. La grande question qui en découle,
c'est de savoir si cette dimension préexiste véritablement comme le suppose Dustin ou si Eleven l'a carrément créée. Et dans cette hypothèse, celle où Eleven serait à la source de la création de l'Upside Down, on serait confronté à une toute autre question, à savoir l'éventuelle nécessité de la mort d'Eleven pour se débarrasser pour de bon de cette menace, mais c'est un point qui serait éventuellement traité en saison 5. On peut aussi se demander ce qu'implique vraiment le fait que l'Upside Down est gelé dans le temps au moment précis de la disparition de Will durant la première saison. Autre question de fond, qui est le véritable boss de cette dimension? Sans doute le fameux flagelleur mental, mais quelle est sa véritable nature? Serait-on proche de l'idée du mal du fameux chapitre interdit de Berserk, le chapitre 83? Pour revenir à Creed, la puce Soteria qu'il avait à la base du cou pourrait menacer Eleven, même si j'espère que la saison 5 ne fera pas l'erreur de rejouer la partition des pouvoirs disparus. Au passage, Soteria signifie le salut, le sauveur, et désigne aussi une fête antique en l'honneur de divinités ou héros sauveurs. Apparemment, personne ne s'interroge vraiment sur le comment du fait que le Dr Brenner est toujours en vie, et je suppose que cet aspect sera passé sous silence, et bon, c'est pas bien grave. On sait que les 2 épisodes restants de cette saison 4 auront pour titre Papa et l'infiltration. Papa, voilà qui désigne Brenner bien sûr, mais sans doute Hopper avant tout, puisque j'ai bien envie de voir les retrouvailles avec Eleven bien entendu. Un final qui devrait donc voir la défaite de Vecna, on a l'habitude, non sans certains sacrifices car on commence à avoir nettement trop de personnages. En espérant en apprendre plus sur la nature et l'intention véritable du flagelleur et son rapport avec Eleven et les projets de recherche de Brenner. Vous retrouverez ce magnifique t-shirt dans un lien disponible en description de la vidéo et vous le procurez, celui-là ou d'autres t-shirts bien sûr, participera à soutenir la chaîne. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que vous êtes déjà abonné à la chaîne, que vous avez laissé un pouce en l'air, que vous me direz en commentaire ce que vous avez pensé de cette première partie de la saison 4 de Stranger Things. Et si vous ne faites pas tout ça, eh bien vous rejoindrez Barbara dans la piscine vide. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!